Bon, alors donc, règle de la logique, logique des règles. Hein. Donc, alors on va commencer par une déclaration de guerre au réalisme, et on expliquera plus à la fin peut-être, on va expliquer un peu ce que c'est que le réalisme. Hein. Je pense qu'on a une bonne idée du réalisme quand on regarde la mesure, le voltage d'une pile. La loi d'Ohm, que tout le monde connaît, dit que le voltage global, le voltage de la pile, est égal à se décompose en deux. Ici, il y a un voltage qui est lié à le grand R étant la résistance de l'appareil et petit r étant la résistance de la pile. Ben, le voltage s'écrit comme ça. Et ce qu'on mesure, c'est grand RI. Hein. Et c'est tout ce qu'on peut mesurer parce que le petit r, on ne le connaît pas. Il est lié à la pile. En général, il est petit. Et alors, on essaye d'obtenir une impression d'objectivité, mais tout simplement en faisant R très grand. Les voltmètres ont des résistances énormes. Donc, si la résistance est 100 fois plus grande que celle de la pile, ben, vous avez une mesure correcte à 1% près. Alors, ben, comment est-ce qu'on peut obtenir une approximation du voltage? Eh ben, en faisant des mesures avec des voltmètres de plus en plus résistants, en fait tendre la résistance vers l'infini. Mais c'est une approximation parce que le voltage réel, entre guillemets, ben, ça serait R égale infini. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc c'est impossible. Cette réalité, c'est une chose idéale. La réalité est une idéalité. Donc la réalité n'est pas réelle, c'est une abstraction. Ce qui nous renvoie à la réalité, il nous renvoie en fait à une idée. Alors c'est beaucoup plus fort avec la physique du XXe siècle, avec la mécanique quantique, parce que si vous faites la même chose, le même type de choses avec la mécanique quantique, vous n'avez même pas de processus d'approximation. C'est-à-dire que ça mène nulle part, faire ce genre de choses. Donc la réalité n'existe pas, et ben, ça nous aide bien. Alors, au XIXe siècle, le XIXe siècle en logique continue jusqu'au théorème de Gödel en 1931, et ben, le réalisme expulse le sujet. Il dit, bon, il n'y a pas de sujet. On a la réalité, on va extraire le sujet, puis paf, on va vous parler de la réalité. Et donc, ça a créé tout un tas de monstres. Alors, bien avant le XIXe siècle, nous avons comme monstres les épicycles de Ptolémée. Quand on regarde la position des planètes, il y a une parallaxe du fait du mouvement de la Terre. Mais s'il n'y a pas de sujet, c'est que c'est pas nous qui bougeons, ce sont les planètes. Alors, on a inventé que les planètes étaient montées sur roulettes. C'est ce que on nous explique. Il y a encore des religieux extrémistes qui croient que les planètes sont montées sur roulettes. Bon, c'est ça le réalisme. Et donc, bien entendu, la philosophie analytique va raconter que le langage réfère à la réalité. Tout comme l'art, d'ailleurs, vous savez, c'est bien connu, l'art réfère à la réalité. Ça s'appelle réalisme socialiste, etc. De vrais travailleurs, bien musclés, etc. Heureux d'aller au boulot. Moi, je viens de la classe ouvrière, j'en ai jamais vu des travailleurs comme ça. Mais il paraît que c'est la réalité. Bon. Et donc, la sémantique... Donc le mot magique, c'est le mot sémantique. Et la sémantique est basée sur le pravdamètre. Pravda, qui veut dire la vérité, et qui est aussi synonyme de mensonge, vu le journal qui s'appelait comme ça, de sinistre mémoire. Je ne sais plus s'il existe encore. Et donc c'est l'idée qu'on va avoir la vérité et qu'il n'y a pas de parallaxe. Il y a un endroit où il n'y aura pas de parallaxe. C'est ça la sémantique, c'est la relation à un monde où il n'y aurait pas de parallaxe. Où on serait dedans, qu'on serait dehors, et non pas par suite d'une approximation, d'un machin comme ça, mais on serait dehors du monde directement. On aurait le point de vue de Sirius, si vous voulez. D'accord. Et donc, on a objectivisé le cognitif. Bon, il y a même des crétins qui se sont amusés à faire des valeurs de vérité pour dire « je sais pas ». Alors, si vous essayez de faire la table de vérité de « je sais pas », mais vous allez rire. J'ai pas le temps, mais il y a de quoi s'amuser. Bon. Et alors, c'est exactement c'est quoi le fond du réalisme? Ce sont des gens qui ont besoin de petites roulettes. Ils ont besoin de béquilles, de petites roulettes pour leur vélo, de bracelets de natation, et ils ont peur d'être tout nus dans le grand bassin. Parce que s'il n'y a pas de réalité, c'est comme s'il n'y a pas de Dieu, tout est permis. C'est Dmitri Karamazov qui parle. Tout est permis s'il n'y a pas de Dieu. Bon, on peut tout à fait vivre, tout à fait être moral sans croire en Dieu. Bon, et donc ça s'exprime au XXe siècle, catastrophe écologique en philosophie, c'est ce qu'on appelle la philosophie analytique. On a remplacé les concepts philosophiques par de la technique à 3 sous.
Hein, et étant logicien, je la connais, la logique dont on parle, ces gens-là. Hein, et donc, c'est bourré, c'est un catalogue de préjugés, la consistance, les valeurs de vérité, encore un gros mot, le méta. Ah, oh, mais vous savez, c'est méta. Bon, moi, j'aimerais pas qu'on me paye en méta-monnaie. Hein. Bon, parce que franchement... Hein, alors vous avez des logiques kabbalistiques qui portent des tas de noms horribles, les logiques modales, les logiques abductives, c'est la logique du racisme. Hein, la logique paraconsistante, c'est la logique du chèque sans provision, etc. Bon, c'est très intéressant. Hein, hein. Et en fait, il y a une schizophrénie fondamentale entre le 19e et le 20e siècle. Le 19e siècle logique s'arrête avec le théorème d'incomplétude. Hein. Le 19e siècle hein, est réaliste. Et le XXe siècle, qui commence en 1931, mais qui on n'en a pas fait le tour, est déréaliste. Je n'en vois pas le mot intuitionniste, parce que le mot intuitionniste est lié à une école assez particulière, avec tout un tas de défauts et un subjectivisme qui est hors de mise. C'est pas parce qu'on est contre le réalisme qu'on est subjectiviste. Hein. Moi, je suis contre l'objectivisme et je suis contre le subjectivisme. L'objectivisme est pire que le subjectivisme, simplement parce que l'objectiviste, il ne sait pas qu'il est subjectif. Alors, c'est plus grave, alors que le subjectiviste, il sait au moins qu'il est subjectif. Mais enfin, il faut mieux éviter les deux. Bon. Donc, le déréalisme. Alors, il y a trois lumières. Si on se pose, si on est vraiment sérieux, il faut chercher les conditions de possibilité de la connaissance. Hein. Alors, évidemment, la plus grande connerie, c'est la connerie de la philosophie analytique qui dit qu'il n'y a pas de conditions de possibilité. Nous, on n'a pas de préjugés. Rien que l'idée qu'on puisse parler de quoi que ce soit sans préjugés, ça, c'est un préjugé. Il faut au minimum voir s'il y en a. Et il y en a des préjugés. Donc la première lumière, c'est qu'est-ce qu'une réponse et non pas qu'est-ce qu'une question. Hein, et on va arriver à l'analyticité ou l'espace du non-sens, pas du nonsense. Hein. Le nonsense, c'est un sens aussi. Hein. Un sens détourné, hein, mais c'est un sens. L'espace où il n'y a pas de sens. Hein. Bon. Alors voilà une opposition très importante. Donc sur la question de réponse, il y a une tension fondamentale, qui est la tension entre explicite et implicite. Il y a un proverbe plus ou moins chinois, c'est difficile de savoir. Est-ce qu'on nourrit un homme en lui offrant un poisson ou est-ce qu'on lui apprend à pêcher? Hein? Alors vous voyez, offrir un poisson, c'est une réponse explicite. Apprendre à pêcher, c'est la réponse implicite. Hein? Alors... j'ai vu dans ma vie le passage entre deux types de claviers. Le clavier explicite de la machine à écrire et le clavier implicite de l'ordinateur. Alors, sur le clavier de la machine à écrire, le clavier constatatif, explicite, vous avez la clé retour. La clé retour. Hein, et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous démarre une nouvelle ligne. Vous appuyez sur retour, démarre une nouvelle ligne. D'accord? Le clavier de l'ordinateur est performatif, implicite. La clé retour et démarre un programme. Et en fait, rien ne va plus. L'écran se brouille, il se passe des tas de trucs, la machine pourrait exploser, à la limite, n'importe quoi. Très souvent, ça se plante. Des fois, on croit et en plus, c'est ambigu. Des fois, on croit qu'on est à une nouvelle ligne, et en fait, on a acheté quelque chose. Ça vous est tous arrivé, je suis sûr. Donc voilà une distinction fondamentale, c'est qu'il y a des aspects performatifs et des aspects constatatifs qui sont mélangés dans la vie et sur la mèche. Et c'est le même objet fait les deux choses. Donc, quelle est la différence entre l'explicite et l'implicite? C'est que la réponse est explicite est complètement inefficace. Complètement inefficace, la machine à écrire dans le temps, mais elle est absolument digne de foi. Ce que vous faites, vous l'avez. Hein? Vous l'avez vraiment. Alors en mathématiques, les choses explicites sont sans aucun intérêt. 2 + 2 = 4, que les gens qui ne connaissent pas les mathématiques prennent comme exemple d'énoncé mathématique. Ce n'est pas vraiment des mathématiques, parce que c'est juste une équation numérique. On n'aurait pas fait des mathématiques pour énoncer des âneries pareilles. Hein. Dire que x, y égale yx, ça c'est intéressant. Mais 2 + 2 = 4, c'est juste un calcul. Voilà. Donc c'est sans intérêt. Et en économie, l'explicite, c'est le troc. Hein. Ma vache contre ta fille. C'est parfait, on peut voir les dents, vous voyez, ou autre chose, ce que vous voulez. Hein, bon. Et la réponse implicite, elle est absolument efficace, d'une efficacité extraordinaire, mais elle est douteuse. Et on est au cœur de la vie quand on dit ça. Vous avez le choix entre l'efficacité et le doute, et on ne pourra pas trancher entre les deux. Hein. Et alors, les mathématiques, typiquement, les vrais résultats mathématiques, ils ont des corollaires.
C'est-à-dire que vous avez acheté un résultat mathématique et après vous pouvez l'utiliser. Il y a des tas d'utilisations. Ça sert vraiment les mathématiques. Hein. Alors que 2 plus 2 égale 4, ça ne sert à rien. Hein. Ce n'est pas des vraies maths. En économie, eh ben, les chèques sont encaissés. Mais vous savez aussi qu'il y a Bernard Madoff qui est dans un coin, hein, et qui pas pu. Si vous avez un chèque Madoff, eh ben, il ne sera pas encaissé. Donc les mathématiques, il y a un doute. Même les mathématiques, il y a un doute. Hein. Et en fait, on a découvert, donc, au XXe siècle mathématique, c'est-à-dire après 1931, on a découvert que tout comme la machine retourne, l'implication logique est ambiguë. Elle a 2 valeurs. Vous avez la valeur, l'implication, vous avez la valeur explicite. L'implication, ben, c'est juste, vous dites, ah, ben, ceci implique ça, mais c'est juste pour le plaisir de le dire. Vous voyez, vous allez l'afficher, j'ai l'implication, si j'ai ça, alors j'ai ça. Hein, et c'est incrémental, comme tout ce qui est explicite, c'est incrémental. Vous pouvez que rajouter. Dans un monde explicite, ce serait un monde où on n'aurait pas la capacité, comment c'est Barbus qui dit que l'homme est une machine à oublier. Ben, c'est parce qu'on oublie, évidemment, qu'on arrive à vivre. Hein. Et ben, dans le monde explicite, incrémental, on n'oublie rien, c'est une grosse poubelle. Hein. Un ordinateur explicite, et ben, vous auriez l'écran serait rapidement complètement blanc parce que tout s'effacerait à force de superposer des choses. Hein, et sur une feuille de papier, elle serait complètement noire, elle, par contre. Hein, le côté incrémental. Hein. Et vous avez un deuxième symbole qui est la conséquence. Donc, c'est un nommé Gerhard Gentzen, un des grands logiciens du XXe siècle, un des plus grands logiciens du XXe siècle, qui a découvert ça, les différences entre les 2 applications, et l'autre, c'est la conséquence. Et la conséquence, dans le premier cas, A implique B, bah oui, bah ça me fait une belle jambe, A implique B, oui. Et dans le deuxième cas, A implique B, ça veut dire donne-moi A, je te rendrai B. C'est un chèque, d'accord? C'est un chèque sur le possible. Donc vous faites des chèques sur le possible. Hein, c'est important. Et là, c'est implicite et c'est destructif. Alors le nom de cette règle, ça s'appelle la coupure, et c'est la partie noble de ce qu'on connaissait depuis très longtemps dans la syllogistique d'Aristote et après qu'on a appelé le modus ponens. Hein, c'est ça. D'accord ? Bon. Alors maintenant, une chose qui est importante, c'est que l'explicite est relatif. Hein. Et alors, en fait, qu'est-ce qui est explicite? Quelque chose qui est explicite quand ça me suffit. Quand j'étais enfant, il y avait une dizaine d'années, j'étais fasciné par cette histoire de grains de blé sur l'échiquier et j'ai voulu faire le calcul. Puis je me suis découragé au bout d'un moment. Bon, on peut faire ça sur une calculette. Il va vous donner je sais pas, les 4 premières décimales, et pour avoir les dernières, vous faites un petit calcul à la main, vous allez les trouver vous-même. Mais ce machin vous donne strictement rien. Le nombre de grains de blé sur l'échiquier, cette formule-là, depuis 164-1, elle est beaucoup plus satisfaisante que le développement. Donc en fait, ce qui vous suffit, vous voyez, c'est ce qui vous suffit, l'explicite. C'est quand vous êtes content. Hein, et prenez un programme d'ordinateur, eh ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous l'exécuter? Normalement, oui, c'est ça. Si un programme, c'est un chèque. Mais il y a des gens, des informaticiens, qui n'exécutent jamais les programmes. Ils les ouvrent, ils les démolissent, ils changent des trucs, ils tripatouillent. Hein, ils tripatouillent votre ordinateur pour foutre un espion à l'intérieur. Ça, c'est la NSA. Hein. Bon, réalise le rêve de Jeremy Bentham. Hein, directement maintenant, ce que je raconte, en ce moment, est espionné. On ne sait pas ce qu'ils en font, mais c'est sûr que c'est espionné quelque part. Hein. Et le chèque peut être encaissé ou peut être affiché sur un mur. Les chèques du mathématicien Paul R2 n'étaient jamais encaissés. Ils étaient affichés parce que c'était tellement rare qu'il donne un chèque qu'on le mettait, c'était comme un tableau. Donc, vous voyez, le chèque devenait explicite parce qu'on lui avait retiré une partie de sa fonctionnalité. Donc, vous voyez, et les deux implications, c'est la même chose, entre ce qui est terminé et ce qui est non terminé. Alors, déjà, chez Lewis Carroll, on a oublié que Lewis Carroll, il n'a pas fait que de s'occuper des petites filles, hein, dans sa vie. Il était aussi logicien. Bon, c'était un mauvais logicien, admettons-le, mais il a entrevu un instant le truc de Gentzen, donc il l'a entrevu 40 ans avant, la distinction entre les deux implications. Et en fait, il a fait un truc qui s'appelle ce qu'Achille raconte à la tortue. Et en fait, je vais vous l'expliquer en termes d'implication, parce qu'il faudrait être logicien pour ça, mais je peux vous l'expliquer en termes de chèque. Ben voilà, vous avez un chèque, et Achille veut mettre le chèque à la banque. Et la tortue dit non, je ne veux pas que tu le mettes à la banque, je le mets dans une enveloppe.
Alors évidemment, si vous mettez le chèque dans une enveloppe, eh ben, vous ne touchez pas d'argent. Achille dit, mais que ça ne tienne, hein, eh ben, j'envoie l'enveloppe à la banque. Ça va produire le même effet. Voilà. Et donc évidemment, mettre le chèque dans une enveloppe, ça produit une performation différée, une exécution différée. Bon, après, il se prend complètement les pieds dans les pinceaux parce qu'il veut mettre l'enveloppe dans une enveloppe, qu'on met dans une enveloppe, qu'on met dans une enveloppe. Et là, bon, c'est une espèce de Shadok qui se met à pomper. Et qu'est-ce que faisaient les Shadok qui pompaient? Que faisait Lewis Carroll? Eh bien, il faisait du nonsense, évidemment, parce qu'il n'a pas compris que la nuance était ici, qu'il avait tout à la première étape. Quand vous empilez des enveloppes les unes dans les autres, vous ne vous rapprochez pas de toucher l'argent. Au contraire, hein, vous vous éloignez plutôt. Hein. Bon. Mais il avait vu ça, comme quoi il était peut-être superficiel, mais il n'était pas complètement idiot. Hein. Bon. Et donc l'idéologie de la transparence, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le fantôme de la transparence. Eh ben, c'est une réduction du 19e siècle de l'implicite à l'explicite. On pense qu'on va tout savoir. Hein. Alors évidemment en politique c'est Big Brother, hein, et son mentor, hein, Jeremy Bentham, qui pensait espionner le monde, etc., nous priver de toute liberté. Actuellement la NSA. Je vous expliquerai pourquoi ça. Qu'est-ce qu'il y a de réellement, à mon avis, de réellement effrayant là-dedans. C'est pas ce qu'on croit. Hein. Mais ça sera le chapitre suivant. L'économie, ben, en économie, vous remplaceriez l'argent par le troc. Vous avez certains films un peu gauchistes où on dit ben, il ne faut pas d'intermédiaire, on va te remplacer par le troc. Si vous croyez que ça marche, hein, bon, moi je veux dire, mais c'est la même chose. Hein, on va remplacer, on n'aura plus de système bancaire, on n'aura plus de quoi que ce soit. On va tout échanger directement. Hein. La sémantique remplace la conséquence par la subséquence. C'est-à-dire le subséquent, c'est le subséquemment du gendarme. Subséquemment. Alors, c'est quelque chose, et vous voyez quelque chose de profondément irrationnel et de terrifiant là-dedans, parce que vous avez tous un jour dans votre vie reçu une chaîne de Saint-Antoine. Et vous voyez ce qui a été écrit dedans? Madame X a brisé la chaîne, et subséquemment, sa fille meurt. Et on ne peut pas dire comment c'est fait. Et c'est d'autant plus effrayant que c'est de la subséquence. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a quelqu'un, il y a eu un espion qui a dit, regardez, elle a brisé la chaîne, et donc l'espion est allé scier les essieux de la voiture. Vous voyez, il y a une terreur, la sémantique est là pour vous aspirer de la terreur. Non, mais c'est vraiment quelque chose de méchant. Pensez que Frege, le fondateur de la philosophie analytique, était un sale nazi qui préparait des plans de solution finale en 1925. Hein. Il est mort avant de voir Hitler au pouvoir. Bon, mais c'était vraiment c'était pas des gens sympathiques, tous ces gens. Hein. Bon. Et alors, heureusement, il y a des gens qui ont bien compris que ça ne marchait pas. Je pense que c'est à peu près implicite dans la bibliothèque de Babel, le magnifique texte de Borges, qu'on ne peut pas répondre à tout, qu'il y a une différence entre la conscience et la subséquence, typiquement. Et ça a été démontré donc par Gödel en 1931 et simplifié de manière beaucoup plus directe par Turing en 1936. On ne peut pas répondre. Même en trichant, on ne peut pas répondre. Parce que pour tricher, si vous voulez, quand on n'a pas de réponse, on dirait, vous dites n'importe quoi. Seulement, on ne peut pas parce qu'on n'est pas sûr que la réponse ne va pas arriver après. Et on ne peut pas savoir ça. On ne peut pas savoir que la réponse n'arrivera pas. C'est ce que démontre le résultat. Donc, on ne peut pas tricher, on ne peut pas réduire. Il y a un grand fossé entre implicite et explicite. On décide au départ où est l'implicite ou l'explicite, et une fois qu'on a décidé, il y a le fossé, on n'y peut rien, il y a toujours le fossé. Donc c'est très rassurant pour la liberté humaine. Hein. Et alors, donc, il y a la question, ça nous amène à un concept fondamental. Alors, l'analytique, donc pour Kant, hein, c'est complètement médiéval comme expression. C'est quand le prédicat est contenu dans le sujet. Alors Kant est absolument génial. Bon, il a plus de 200 ans. Oublions un peu cette formulation qui me hérisse. En plus, ça marche pas. Alors, c'est typiquement le prédicat contenu dans le sujet. La lune bleue est bleue. Vous remarquez qu'il n'y a pas de lune bleue, mais ça ne fait rien. La lune bleue est quand même bleue. Hein, parce que c'est une espèce de tautologie. Bon, puis ça ne marche pas parce que la philosophie analytique, elle n'est pas analytique, elle est bourrée de préjugés. Hein, et la démocratie populaire, elle n'est pas démocratique et puis populaire. Hein, bon, c'est vite dit. Hein. Bon. Alors, analytique, c'est tout ce qui est indiscutable, passé. Que c'est autonome, ça ne dépend de rien, ça ne dépend d'aucun préjugé, ça ne dépend d'aucun acte de raisonnement. C'est tout ce qui c'est tout ce qu'on ne peut absolument pas discuter. Et alors donc, c'est en particulier ce qui n'est pas contextuel.
si le contexte, c'est mettre une chose en contexte, c'est l'utiliser, hein, c'est lui donner un sens. Hein, le sens, c'est l'usage, a dit Wittgenstein, ben ce qui est non contextuel, c'est ce qui n'est pas utilisé. Et donc, si on n'utilise pas quelque chose, eh ben, on peut l'accepter. Hein. Et donc, l'analytique, eh ben, c'est le non-sens. Ce n'est pas le nonsense de Lewis Carroll, on en a eu un bel exemple avant. Hein, il s'est complètement pris les pieds dans ses enveloppes, dans les enveloppes. Et ça, c'est un sens idiot. C'est un sens. Le analytique, c'est quand ça n'a pas de sens. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc, analytique, c'est quand vous pouvez tout mettre sur la table, mais il ne faut jamais oublier de mettre la table. Il ne faut pas tout mettre sur la table, une table où vous auriez déjà dressé le couvert. C'est ça le piège. En général, on met les choses sur les plages où on a dressé le couvert. Les philosophes analytiques disent, oui, on met tout sur la table, mais on a déjà la logique. Et en plus, ce n'est même pas la vraie logique, c'est une logique qu'ils ont fabriquée pour justifier un préjugé, une idée qu'ils avaient déjà à l'avance. Alors, ça c'est pas l'analytique. On met tout sur la table, y compris la table. Alors, eh ben, quel exemple typique? Eh ben, c'est le PV de police. C'est complètement analytique. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'il n'y a pas de policiers ripoux, évidemment, c'est bien qu'ils mentent, hein, beaucoup. Mais ce qui est indiscutable, eh ben, c'est que le policier l'a écrit. C'est indiscutable que le policier a écrit ça. Donc, on ne peut pas discuter. C'est ça qui est analytique. C'est le rapport lui-même, ce n'est pas son contenu. Hein. Et l'ordinateur, c'est pareil, il est analytique parce qu'il a l'évidence de sa propre procédure. L'ordinateur a dit ça, et on peut le refaire, et ça marche, etc. Bon, on s'en fout de ce qu'il dit, hein, l'ordinateur. Hein. Et la sémantique et la logique, ce n'est pas analytique. Pourquoi? Regardez, par exemple, A implique A. Qu'est-ce qu'il vous raconte le père Frege, hein, quand il ne fait pas des plans pour des camps de la mort? Il dit A implique A est vrai, parce que si A est vrai, alors A est vrai. Hein. Bon. Alors, vous voyez, ce que A vrai implique A est vrai. A et A est vrai. Donc, A et A est justifié parce que B implique B. Si vous prenez pour B, vous prenez A est vrai, vous justifiez. Oui, c'est A implique A par B implique B. C'est brillant, hein, comme truc. S'il n'y a pas de... voilà, on est en plein dans le prof d'Amètre. Hein. Vous avez le préjugé que A implique A. Alors, si vous faites ça, par exemple, A ou non A, le tiers exclu, vous justifiez A ou non A, parce que le fait que A est vrai ou A est faux. Et alors vous avez déjà le préjugé, après vous dites, voilà, j'ai tout mis sur la table. Non, vous aviez déjà le truc que vous justifiez sur la table. Et donc, vous voyez très bien, ça nous ramène à Voltaire. Hein. Dieu a créé l'homme à son image, mais s'il lui a bien rendu, la sémantique, c'est juste la réalité qu'on a créée à l'image de nos préjugés. Hein. Bon, alors la seconde lumière, ce sont les questions. Hein. Le format ou l'invention du réel. Alors, la distinction entre essentiel, c'est le formaté contre l'informel. Alors, le format opère dans absolument tous les domaines. Il n'y a aucun domaine d'activité où il n'y a pas de format. Alors, en art, bon, je ne vais pas vous parler de format artistique, hein, ce serait le mauvais endroit. Hein. Donc, parler de forme musicale, puisqu'on ne parle pas trop de musique ici, c'est la symphonie, la forme sonate, etc. Bon, en politique, la démocratie, la tyrannie, hein, qui était un format. Dans l'Antiquité, on disait la ville de Corinthe demandait un tyran. Bon, etc. Les lois, la famille, Dieu sait si c'est un format. Hein. Bon. Dans le calcul, vous avez les langages, vous avez les extensions, les points machin, points PDF, etc. Ce sont des formats. Ça vous dit comment on en fait. Hein. Et en logique, vous avez tout ce qu'on appelle les langages formels. Et en fait, ces formats, ça consiste à vous restreindre à des questions pertinentes. On ne va pas se poser n'importe quelle question. Hein. C'est ça le format. Et la sémantique, c'est une activité formatée, parce qu'on est dans un format préservé par des morphismes. C'est un terme de jargon catégorique, ça, les morphismes. Mais vous voyez que le mot morphisme, il y a forme dedans. Donc si le mot morphisme contient le format de manière extrêmement violente. Bon. Et le format, c'est la carapace de la tortue. D'une utilité indéniable utilité de la carapace de la tortue. Mais moi, personnellement, j'en porte pas parce que c'est lourd. Hein. Bon. Et c'est le format, on va le trouver dans des schizophrénies linguistiques. Moi, dans ma jeunesse, avant 68, on disait que l'éducation, c'est la formation. Puis après, on a dit que c'est le formatage. Mais en fait, on veut dire exactement la même chose. Il n'y a pas de formation sans formatage. Après, c'est une question de comment on le voit sous un bon ou sous un mauvais œil, et c'est une erreur profonde. Hein.
hein. Il y a les deux à la fois. Les extensions informatiques vous protègent des virus. C'est un des grands intérêts des extensions informatiques. C'est pour ça qu'il ne faut jamais ouvrir des fichiers dont vous ne connaissez pas les extensions. Parce que c'est des pièges. Mais vous savez aussi que Apple il emmerde un peu le monde avec ses formats OS, tout ça, au point que les gens qui cassent les trucs, ils appellent ça jailbreak, casser le format, machin. Hein, l'évasion, vous voyez, carrément. C'est considéré vraiment comme une prison. Hein. Alors, il y a un résultat de 1905, mais qui appartient de plein pied à la logique du XXe siècle, d'après 31. C'est le paradoxe de Richard. C'est un type, un Français qu'on connaît uniquement pour ça, et qui vous démontre une fois pour toutes qu'on n'échappe pas au format, et que l'on montre exactement tout ce paradoxe du format. Prenez le plus petit nom qu'on ne puisse pas définir en moins de 20 mots. Je viens de vous le définir en 11 mots, je crois, ou 12, enfin, je sais pas. Vous regardez ce que j'ai dit. Enfin, j'ai pris un machin suffisamment grand. Hein, et donc, vous avez obtenu une antinomie. Donc, si vous prenez la définissabilité au sens informel, non formaté, ben vous avez une antinomie. D'accord ? Découverte de Richard. Alors, Gödel a repris ça en 1931, et avec les outils de l'époque, il était capable de définir la définissabilité. Alors, je vous l'ai écrit, vous voyez, en petite capitale, définissabilité comme ça. Là, c'est une définition précise, avec un langage formel. Il utilise les dernières techniques à la mode, hein, qui sont juste au point en 1931. Et vous avez cette définissabilité. On refait la même chose. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Eh bien, on s'aperçoit que cette définition, elle marche bien sûr, mais elle est trop restrictive. Autrement dit, vous refaites la définition de Richard en remplaçant définissable par définissable, comme ça, et vous obtenez une définition qui ne rentre pas dans ce cadre. Autrement dit, le format, il vous protège, mais il vous emprisonne. Hein, c'est la phrase de Liberty que j'aime bien. La prison, appelée la vie, enferme toutes les prisons. Ben, le format enferme toutes les prisons. Vous ne pouvez pas en sortir. Hein, c'est absolument essentiel. Il n'y a pas un moyen de sortir du format. Il y en a toujours un. Alors, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous mauvais, tous aussi mauvais les uns que les autres, mais ils sont tous un peu bons, tous un peu mauvais. C'est qu'après, ben, il faut évidemment choisir. Bon, alors, le dialogue déontique, hein, c'est quelque chose qui s'est imposé très tardivement en logique. Je pourrais même dire que c'est un petit peu moi qui l'ai inventé, parce que ça ne se faisait pas avant. Donc oui, ça nous mène quand même pas en 1931, disons en 1985. Hein. Bon. Le formalisme hilbertien, c'est un formalisme prussien. Hein. Pas de discussion, c'est essentialiste, c'est la loi. Hein. Axiome, vous savez ce que ça veut dire, axiomatikos en grec. Ça veut dire officier, axiomatikos. Alors un axiomatikos, hein, on rigole pas. Puis c'est pas intelligent en plus, un officier. Hein. Excusez-moi, on est dans un enceinte militaire ici, bon, on peut le dire hein, quand même. Ils ne sont pas connus pour leur intelligence. Hein. Bon, alors la logique, elle traditionnellement, elle s'exprime comme un format externe qui tombe du ciel, axiomatique militaire prussien. Donc il y aurait tout un travail à faire pour faire discuter, donc pour voir ce que ça donne dans l'art, etc. Mais c'est pas ma place. L'intuitionnisme brouwerien, donc Brouwer, hein, qui est un ennemi de la logique, un ennemi juré de la logique, hein, eh bien, il assume le format. C'est Kant, c'est le bon côté de Kant, c'est pas le Kant d'un impératif catégorique, c'est le Kant du préjugé. Quand il dit bon, on a des préjugés, il nous faut des conditions de possibilité, on n'existe pas sans préjugés. Hein, bon. Et l'informatique, eh ben, carrément, en informatique, eh ben, vous avez des dialogues entre les actions et les permissions. Hein, vous avez tout un tas de jeux, vous avez toute une partie de l'ordinateur, seulement des fichiers avec points, qui sont tous des systèmes extrêmement compliqués de permissions. Vous avez des utilisateurs plus ou moins autorisés, et vous avez la NSA qui essaye de rentrer dedans, bon, etc. Bon, évidemment. Hein. Et ici, il y a un grand nom à nommer, un type qu'on a absolument traité de tous les noms. On l'a même traité de nazi, alors qu'on ne traite jamais Frege de nazi, lui qu'il était réellement. On a traité Hegel de nazi, alors que c'est un véritable anachronisme. Hein. Et Hegel a compris une chose extraordinaire, c'est que la négation a compris le rôle de la négation. En fait, c'est quoi la négation ? Eh bien, la négation, c'est le format. La négation, c'est le mur de ma prison. Ce n'est pas ce qui me contredit, ce n'est pas ce qui me porte la contradiction, c'est ce qui m'empêche de bouger. La négation, c'est la carapace que j'ai sur le dos, et j'en ai forcément une. Même si ce n'est pas celle de la tortue, j'en ai forcément une. D'accord ? Eh bien, c'est ça la négation. Alors, évidemment,
Et cette idée donc de la négation, de la justification par négation, si on la prend au niveau déontique, c'est-à-dire au niveau du format, au niveau des permissions, eh ben, ça a tout à fait un sens. Je n'ai pas dit que ça rendait Hegel lisible, je pense qu'il est assez illisible, mais c'est quand même, il faut quand même, c'est quand même bon, un grand philosophe, ce que n'est pas Frege ou Bertrand Russell, qui sont des petits philosophes. Hein. Hegel reste un grand philosophe. Et au cinéma, vous avez même des choses extrêmement drôles. Si j'avais le temps, je vous raconterais un scénario qui a été fait contre le code, l'horrible code d'autocensure des studios, là, qui a duré de 1934 à 1959 à peu près. Il y a des films qui sont carrément faits explicitement pour contourner le code et pour se foutre de la gueule du code, pour le respecter en lui faisant dire exactement le contraire. Pour, par exemple, avoir une fille mère qui n'est pas punie à la fin d'une poliomyélite, comme l'exile le code, d'accord, hein. Bon, d'accord. Et alors, un truc très intéressant, c'est, je ne sais pas ceux qui connaissent, ceux qui sont allés en Australie, qui savent ce que c'est que les noms de peau aborigènes. C'est un système de 8 noms, si on le fait en unisexe, un système de 8 noms, unisexe, donc genre Dominique, Claude, vous voyez ce que je veux dire, hein, et ça permet de typer les unions. Donc, si quelqu'un a été appelé A, il doit épouser quelqu'un qui est appelé B, donc dans la liste, et les enfants s'appelleront tous C. Bon, ce sont des noms de peau, ils peuvent avoir des surnoms, etc. Mais ça ne fonctionne ni comme des noms de famille, ni comme des prénoms. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose d'autre. Hein. Et ça, si vous regardez, ça peut faire que des incestes seulement au niveau des petits-enfants. Seulement les arrière-petits-enfants peuvent être des incestes. En fait, vous regardez ce que ça fait, vous partez de l'aïeul, et vous descendez, vous arrivez à un petit-fils qui épouse une petite fille, et vous pouvez remonter au même aïeul. Et vous voyez, ça vous fait un cycle, relativement court, et donc c'est 8 ans et vite, des cycles plus courts que ça. Hein. D'accord ? C'est assez extraordinaire. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes noms, c'est des noms, je ne vous les reproduis pas, ils sont absolument impossibles, ils sont tellement compliqués pour nous qu'on les confond. D'accord ? Et donc, moi, ce que j'ai fait en 1986, j'ai expliqué les lois logiques exactement pour expliquer que la loi logique, en fait, n'était pas une espèce de truc qui tombait du ciel, hein, une truc qui est censé tomber du ciel, mais c'était juste pour éviter des anomalies. Hein. Et donc, par exemple, il n'y a pas de cercle vicieux. Il n'y a pas de cercle vicieux, par exemple, du genre Y égale X égale F de Y. Alors, Y égale F de Y égale F de Y, etc. Bon, c'est une chose comme ça qu'on aurait dans le nom de peau aborigène. Ou que vous n'avez pas d'application matérielle. Vous dites que A implique B, mais en général, il n'y a pas de causalité entre les deux. Eh bien non, tout est lié, la structure est connexe. Hein. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, vous voyez, c'est une vision existentialiste. Ça, c'est pas essentialiste. Ça garantit l'explicitation. Ça garantit que ce que vous avez obtenu, le chèque que vous avez écrit, le chèque que vous avez fait sur la pensée, hein, eh ben, il va effectivement, vous allez le mettre en banque, et ben, vous allez toucher votre chèque. C'est ça que ça garantit. Hein, et ça le fait avec ça. Hein, et donc vous n'avez pas de chèque sans provision logique. Voilà ce que ça fait. Hein. Alors maintenant, la philosophie analytique et tout on a été particulièrement gâtés sur le format au XXe siècle avec le qualenquisme. J'ai pris ce nom qui a un sens précis pour les Italiens, mais qui n'a pas trop de sens pour nous. Hein. Et le qualenquisme est au départ une réaction contre les formats sclérosés. Par exemple, en art, typiquement l'académisme, hein, les formats qui ont largement fait leur temps. Hein. En politique, le truc le plus extraordinaire, c'était le Chin, le système des 14 niveaux, hein, mis par Pierre le Grand. Vous savez, dans les romans de Dostoïevski, quand vous dites le conseiller du collège, machin, il n'a jamais mis les pieds dans un collège. Il est seulement au 6e rang du Chin. Le père de Lénine était conseiller de collège. Hein, c'est de la petite noblesse. Hein. Et donc ça a duré jusqu'en 1917. C'était complètement sclérosé, tous ces systèmes. Donc évidemment, la réaction, on dit, on va aller on va faire de la prise directe. On va répondre à la réalité brute, sans format, foutre dehors les formats. Alors on les connaît, ces gens, hein. Les populistes, les bonnets rouges, hein. Pas d'impôts, donnez-nous des sous, mais on ne veut pas payer d'impôts. Hein. Les libéraux, allez, les enfants à la mine, comme ça ils ne perdent pas leur temps sur les bancs de l'école. Hein. Alors vive le peuple, vive le marché. Ah, c'est ça. Hein. Et surtout pas de loi, surtout pas de format, etc. La tortue, pas de carapace, donc la tortue va sortir toute seule.
etc. Hein. Alors, on a fait ça en informatique avec un langage qui était très à la mode, qui s'appelait Prolog, il y a 25 ans. Et on ne programmait pas. On posait la question et la machine trouvait le truc tout seul. Ça marchait absolument pas. Ça marchait absolument pas. Hein, et ils ont eu le baiser de la mort. Les Japonais ont dit que c'était la 5e génération. C'était le baiser de la mort parce qu'ils ont cru que c'était fini. Et rapidement, tout le monde s'est aperçu que ce truc était complètement instable. Les trucs sans format sont complètement instables. Hein. Et la philosophie analytique, eh ben, pas de concept. Utilisez la logique. Vous n'avez pas de concept, et directement, hein, c'est Bertrand Russell. Vous ne réfléchissez pas, vous posez la question en termes logiques, paf. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hein, et en logique, eh ben, on va confondre la réalité avec le jeu de piste. Hein, c'est Sherlock Holmes. Hein, on lui donne des indices, mais il fait semblant comme si il est là, et puis il sait exactement quels sont les indices. Là-haut, il y a une lumière, là-haut, machin, et ici, ça veut dire quelque chose. Évidemment, il n'est pas capable de dire ça, mais Conan Doyle lui dit, regarde cette machine là-haut. Hein, alors, le jeu de piste, c'est ça. Donc, c'est la confusion entre la réalité et le jeu de piste. Hein, le coalinquisme, hein, du front de l'homme quelconque, c'est un parti fasciste italien. Bon, tout ça, le coalinquisme, je pense que ça vient fondamentalement de l'Église. De l'Église, d'abord de Jésus qui a dit qui n'est pas avec moi et contre moi, ça c'est du coalinquisme. Et puis après, évidemment, toutes les exactions de l'Église catholique ont produit tout un tas de réactions comme ça. Hein. Et ils en sont sans arrêt, ils en ont un nouveau, là, Pepe Grillo. Hein, bon. Lui, c'est le coalinquisme d'Internet. Il a remplacé le peuple par Internet, mais c'est la même chose. Hein. Bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le coalinquisme, il y a du format. Ils disent qu'il n'y a pas de format, mais il y a un format caché. Et George Orwell l'a très bien dit dans Animal Farm. Certains étaient plus égaux que d'autres. Il n'y a rien de plus privé de format que l'égalité. L'égalité, vous êtes pareil. Mais il dit que derrière l'égalité, l'absence de format, il y avait un format. Hein, et ben voilà, il a tout compris. Et donc, l'homme quelconque, c'est le Duce qui interprète la pensée du peuple, hein, ou ce qui vous voulez, Staline, comme vous voulez. Hein. Prologue, vous avez derrière Prologue, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contrôle complètement confus, qui est une espèce de pilotage à vue, derrière ce soi-disant langage objectif. Hein. Bon, et puis faites un petit peu comme Spinoza, mais avec la philosophie analytique, vous traduisez Dieu en termes logiques. Vous dites Dieu, c'est l'infini. Bon, vous avez bonne chance. Hein. Alors, Dieu, vous avez des théories de l'infini. Alors, est-ce que Dieu est dénombrable pour ce qui se fait? Ou est-ce qu'il n'est pas dénombrable? Hein? Bon, est-ce qu'il est machin? Est-ce qu'il y a des. Et alors, s'il n'est pas dénombrable, est-ce que les cardinaux intermédiaires sont des anges ou des archanges? On peut continuer. Je pense que Lacan était capable de faire des conneries pareilles. Hein. Bon, mais. Vous avez évidemment. Il y a une faute d'orthographe. La chose qui s'appelle l'abduction, si c'est plus cher, c'est mieux. Hein. Bon, moi j'ai entendu expliquer quand j'étais jeune que les orphelins étaient des criminels. C'est de l'abduction parce que orphelin égale fils de guillotiné, abduction. Et le deuxième abduction, ça c'est Sarkozy. Le crime est héréditaire. Il faut mettre en prison les enfants de 3 ans qui ont des antécédents. Vous avez entendu ça. Bon. Alors donc c'est comme ça qu'on se retrouve orphelin, qu'on se retrouve criminel. Hein. Bon, c'est pas terrible. Hein. Et donc, un petit résumé, j'anticipe la troisième question. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? Eh bien, c'est l'immédiateté réaliste, le 19e siècle. Hein. Donc, la transparence au niveau des réponses, implicite égale explicite. Hein. On sait tout directement, on va tout savoir. Hein. Le coalinquisme, l'absence d'outils, la prise directe. Hein. Et sur la troisième lumière, l'autoritarisme, pas de doute quant au format. Ah oui, je voulais dire que, justement, au sujet du coalinquisme, le danger, effectivement, de Jeremy Bentham, de la NSA, etc., hein, c'est pas qu'ils savent tout, parce qu'effectivement, ils savent tout. Le problème, c'est qu'ils savent pas. Ils savent pas, il faut organiser. Il faut organiser. Et en fait, ils sous-traitent donc leur masse énorme d'informations à des agences qui sont toujours des variétés de fascistes. Voilà, et ce n'est pas tous les mêmes fascistes. Et donc, ils ont eu, par exemple, les informations sur le 11 septembre. Mais ils ont dit à la CIA, alors c'est quoi? C'est talibans qui veulent faire un truc. Et la CIA dit, vous en faites pas, ils sont gentils comme tous, c'est nous qui les avons inventés. Regardez, ils viennent de tuer Massoud pour nous, c'est des anges. Prenez pas ça au sérieux. Vous voyez, donc il y a un filtre. Il y a un filtre. Et c'est ça ce qui est dangereux dans la NSA, c'est que toutes ces informations sont filtrées par des bandes de fascistes. Hein. Et ça, c'est pas qu'ils aient toutes les informations, c'est qu'ils ne peuvent pas les traiter directement. Voilà. Troisième lumière, la certitude. Donc, la logique est au bord de l'irrationnel.
Il faut une médiation. Pourquoi elle est au bord de l'irrationnel? Parce que la prédiction est un chèque sur le possible et que la confiance ne peut pas être complètement rationnelle. Hein, c'est pas possible. Et dans un film de Preston Sturges, Christmas in July, le héros à la fin, il est tout triste, il voit passer un chat noir et il pose la question, un chat noir, ça porte chance ou ça porte malheur? Et le type, il y a un noir là qui est là en train de passer un aspirateur, il dit monsieur, tout dépend de ce qui se passe après. Voilà. Bon, et ben c'est ça. Et donc, on a eu ces antinomies du 19e siècle. Et alors, au 19e siècle, donc, vous avez les antinomies. La plus connue, c'est le paradoxe de Russell en théorie des ensembles, mais la première, c'était Burali-Fortuny en 1897. Et les gens croyaient que n'importe comment, qu'on pouvait tout savoir. Et tout ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on avait écrit les choses un petit peu trop vite et qu'on en faisait trop. Donc il suffit d'enlever un ou deux principes qui étaient un peu douteux, et puis que ça irait. Et donc, en 1925, vous voyez, on est encore au 19e siècle, logique, hein, avant 31, hein, c'est vraiment des idées du 19e siècle. Hilbert propose de nous rassurer en réduisant la certitude à la consistance logique, c'est-à-dire A et non A, pas tous les deux prouvables. Alors ça, c'est l'autre moitié de Kant, c'est le Kant de l'impératif catégorique. Ça, c'est un Kant qu'il faut laisser où il est, qu'il faut mieux oublier. Mais c'est donc intéressant, les deux frères ennemis, Hilbert et Brouwer, se réclamaient tous les deux de Kant, mais ce n'était pas du même Kant. Donc celui de Brouwer, de l'intuitionnisme, est un bon Kant, si on veut, c'est un Kant qui nous libère. Celui-là, c'est un Kant qui nous emprisonne. Alors, la consistance, alors qu'est-ce que nous dit le théorème d'incomplétude? Hein, donc, alors vous voyez, c'est ici l'impératif catégorique, le format est justifié. Vous avez un format unique. Et donc, il va être justifié. Quand, si vous voulez, c'est une fusée à deux étages. Quand il vous dit que vous avez besoin d'un format, d'accord? Et après, il pense que le format est unique. Donc, si vous avez besoin d'un format, si le format est unique, et bien évidemment, vous n'avez pas le choix. Hein, vous voyez un peu comment ça marche. Hein, mais l'incomplétude détruit l'unicité du format parce qu'elle vous montre quelque chose qui est consistant et qui est visiblement faux. Hein? Donc, le premier théorème, eh bien, la négation de l'énoncé de Gödel est consistant. Donc, il y a plusieurs formats accessibles. Hein, et donc, la consistance n'est pas la même chose que la confiance. Hein, pas la même chose que la confiance, il faudrait quelque chose d'autre. Donc, ce qu'on a oublié, la one consistency, la inconsistance. Hein. Alors, si vous voulez, ça, c'est à... attendez, je regarde un petit peu où j'en suis. Donc, la consistance, si vous voulez, donc ça veut dire que la consistance n'implique pas la confiance. Vous voyez. C'est typiquement M. Eric Woerth, par exemple, il a été lavé de tout soupçon. Donc, il est consistant de dire que monsieur est innocent. Cela dit, vous ne lui achèteriez pas, disons, une légion d'honneur d'occasion à ce type. Hein, vous êtes d'accord? Hein, bon, donc c'est pas parce qu'il est, vous voyez que c'est pas parce qu'on n'est pas pris la main dans le sac, hein, qu'on est digne de foi. C'est pas la même chose. Donc, vous voyez, il y a ici quelque chose qui s'est passé en 1931, c'est-à-dire qu'on a perdu, on sait qu'on va pas atteindre la certitude, c'est pas possible. Alors, il y a évidemment les petits rigolos de la philosophie analytique, ils ont inventé la paraconsistance. Alors là, c'est pas la même chose que Eric Woerth qui s'en sort, parce que finalement, on peut jamais prouver qu'un type, Monsieur de Maistre, après tout, il a mérité la Légion d'honneur, on mérite toujours la Légion d'honneur pour une raison ou pour une autre. Hein, bon, donc, il ne peut pas dire qu'un type ne mérite pas la Légion d'honneur, ce ne serait pas possible de dire ça. La paraconsistance, c'est la logique à la Berlusconi ou la Erdogan, apparemment, il faut dire. Et c'est carrément, vous avez pendu le juge. Je ne suis pas coupable parce que j'ai changé la loi hier. Où regardez, le juge, il est ici, je l'ai dans ma poche. Et il demande au juge, le juge, oui, non, il n'a rien fait. Alors là, c'est carrément à la tête du client. Donc ici, il n'y a même pas de... Ça vous donne ici, vous voyez, la chose qui était ici, on n'obtient quand même pas ça gratuitement. Il y a quand même un cahier des charges. Il n'est pas satisfaisant. Il y a quand même un cahier des charges. Il faut obéir à la loi, à certaines lois. Ici, c'est n'importe quoi. Vous avez fait ça. Bon. Alors évidemment, ça n'a vraiment aucun sens. Et le second théorème d'incomplétude,
hein, le second théorème d'incomplétude, donc, qui dit que, vous dit que la consistance honnête, pas la paraconsistance, ça, n'importe qui peut acheter un juge, hein, mais la consistance honnête, vous ne pouvez pas l'obtenir. Si vous établissez vous-même que vous êtes consistant, c'est que vous ne l'êtes pas. Donc il n'y a vraiment aucun. Donc vous êtes forcément sur le. Vous êtes forcément une situation. Alors ici voilà donc une distinction importante. Donc l'apodictique contre l'épidictique. Épidictique, c'est un mot que j'ai recyclé là-dedans. Donc le mot apodictique, ça veut dire, hein, c'est un peu comme apocalypse, c'est un mot terrifiant, hein, qui veut dire que strictement aucun doute. Hein. Alors le transcendantalisme, c'est les conditions de possibilité des prédictions. Alors on a vu que ça se passe un petit peu mal. Hein. Donc les doutes qu'on a, nous dites que vous avez un échec de la certitude apodictique irréfragable. Vous ne pouvez pas avoir de certitude. Et ça, c'est une chose extrêmement importante pour la vie. C'est une condition de possibilité de la vie, je dirais. C'est justement, on est sûr de rien. C'est pour ça qu'on va bouger, qu'on va prendre des risques. Hein. D'accord ? Et donc, on ne peut obtenir que des conditions suffisantes. Hein. Donc, c'est différent. On ne va pas obtenir des conditions nécessaires. Ça va être complètement différent c'est complètement différent des a priori kantiens, des a priori fondamentaux de Kant, justement. C'est là où Kant est daté. Alors, donc, on va remplacer l'apodictique par une certitude limitée et raisonnée. Hein. Le style épidictique, c'est le style, par exemple, qu'utilise Jacques Brel dans sa chanson La Statue. Il a vécu toute sa vie entre l'amour et je sais plus quoi, entre l'amour et la vertu, je sais plus trop quoi. C'est ce genre de phrase ronflante. Hein. Épidictique, c'est une manière de dire, oui, on a quand même une confiance dans ce qu'on fait, mais quelque part, on sait que tout n'est pas absolument... Et donc, alors, quel est le problème pour l'épidictique ? C'est que le dialogue déontique est violemment infini. En fait, quand on veut refaire le système que j'ai expliqué, qui est un petit peu basé, qui est un petit peu sur la même idée que le problème des noms de peaux aborigènes, c'est qu'on a une infinité d'épreuves. Hein. Et en particulier, quand vous avez un dissensus, vous avez une épreuve qui ne se passe pas, vous ne savez pas trop ce qui se passe, parce que si vous êtes vraiment dans un monde déontique, vous n'avez pas de loi a priori, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un test. Les tests doivent être testés. Qu'est-ce que dit l'évangile ? Matthieu, ne jugez pas, parce que vous serez jugés suivant les lois mêmes que vous avez utilisées pour juger. Les juges seront jugés. D'accord ? Hein ? Et donc les tests doivent être testés. Hein ? Donc c'est assez compliqué. En fait, ce dialogue déontique est capable d'expliquer la loi logique, mais ne l'applique pas. Vous êtes dans une situation les gens de droite diraient c'est la chienlit. Donc vous avez le choix essentialiste entre l'autorité, la légitimité, ou le truc existentialiste, hein, c'est la justice, etc., mais c'est la chienlit. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre ? Alors, en fait, ce qui se passe, si on regarde de près ce que fait la logique, c'est qu'elle se restreint à des épreuves virtuelles. Elle fait une espèce d'échantillonnage. Un échantillonnage fini. Elle ne regarde que des cas un petit peu d'école. Hein. Et en fait, ce dialogue symbolique est complètement analytique, c'est-à-dire qu'on peut le faire complètement, on peut tout mettre sur la table. Analytique, c'est on peut tout mettre sur la table, dire vraiment, vous pouvez le faire complètement, aller jusqu'au bout, dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Hein. Et donc, en fait, ce dialogue analytique vous donne des droits. Il vous donne la possibilité d'écrire des chèques. Hein. Donc, il vous donne les conditions pour écrire des chèques. Hein. Mais la conséquence logique n'est pas analytique, elle est synthétique. Ça veut dire quoi, synthétique ? Ça veut simplement ce qui n'est pas analytique. Hein. C'est ce que ça veut dire chez Kant, et c'est une très bonne définition. Hein. Et c'est quoi la synthéticité ? C'est tout simplement que vous avez des devoirs. Vous écrivez un chèque, le devoir, c'est qu'il y a des sous derrière. Hein. D'accord ? Et donc, le chèque, hein, vous avez les deux aspects. Si que vous le prenez d'un côté ou de l'autre, vous avez le côté droit, c'est l'écrire, et le devoir, c'est encaisser. Hein.
Eh ben, quel est le problème de l'expérience créative au sens de la science, de la connaissance, hein? Eh ben, c'est l'équilibre entre les droits et les devoirs. Donc, le monde épidictique est basé sur l'équilibre entre les droits et les devoirs. Seulement, il ne peut absolument pas l'établir. Quand on en arrive là, on arrive à un point où on ne peut pas aller plus loin. Si on essaye d'analyser logiquement ce truc-là, on tourne en rond. Hein. D'accord ? Alors voilà le dernier transparent, hein, le déréalisme. Alors j'ai noté, le déréalisme, donc c'est l'intuitionnisme, mais vous enlevez cette connotation subjective. Ça va, je ne serai pas trop long, ça va aller. C'est mon dernier transparent, hein. J'ai fait exprès d'être rapide. Alors je vous ai ramené quelque chose qui est la planche Ouija. La planche Ouija, pour moi, c'est le résumé du réalisme. C'est un outil qui a été inventé au XIXe siècle. Hein. Il y a écrit, il s'appelle 2 fois oui, c'est Ouija. Hein. C'est un outil spirit. Hein. Donc c'est une machin, il y a écrit Ouija, vous avez d'un côté oui, de l'autre côté non, vous avez toutes les lettres, vous avez des chiffres, vous avez bye bye en bas. Enfin bon, cherchez sur Internet, vous avez des tas d'images de planches Ouija. Je ne pratique pas personnellement. Hein. Mais il y a des choses très intéressantes à dire dessus et qui vont vous permettre de comprendre certains problèmes logiques. Et j'espère que j'espère que vous avez donné l'impression que vous pouvez parler de logique sans vous impressionner avec de la technique. Hein. Mais les gens qui vous impressionnent avec de la technique logique, c'est en général qu'ils ne la comprennent pas eux-mêmes. Donc évidemment, ils se raccrochent. On parle toujours de ce qu'on n'a pas. Hein. Bon. Alors, échec du réalisme, donc le fétichisme de la réalité. Hein. La subséquence, en particulier, n'explique pas la conséquence. Hein. C'est typiquement... bon, enfin, je ne vais pas vous expliquer, je sais pas ça. Hein. Et une chose qui se passe en particulier, si on fait le résumé de toute du fait que la subséquence n'explique pas la conséquence, c'est que vous avez l'exemple de la géométrie non euclidienne. Savoir donc, vous savez, cette vieille question de savoir si par après un prix hors d'une droite, combien il passe de parallèles. Hein. Et au début du XIXe siècle, on a trouvé très facilement des exemples de géométrie, hein, avec disons, un ballon de rugby, une sphère, hein, il ne passe aucune parallèle, pris hors d'une droite. En fait, toutes les droites qui sont les droites, hein, de la Terre sont les grands cercles, hein, typiquement les méridiens, et pas les parallèles, sauf l'équateur. Hein. Hein, d'accord, les grands cercles. Hein. Quand on va de Paris à Tokyo, et ben, si vous avez déjà fait ça, vous voyez que vous passez très au nord les Sibéries, c'est parce que vous suivez un grand cercle. Hein. Donc, vous ne suivez pas du tout un... Hein. Et puis, vous avez évidemment les centrales atomiques qui sont des surfaces à courbure négative, et il y a une infinité de parallèles. Ben, ici, vous avez une adéquation entre conséquence et subséquence, puisque la conséquence logique géométrique peut être représentée, peut être matérialisée, hein, réifiée par des objets. Et ben le théorème d'incomplétude, la fameuse phrase de Gödel, hein, la phrase qui dit à peu près « je ne veux rien dire hein ». Bon, je ne suis pas démontrable, mais dites « je ne veux rien dire », ça va très bien. Hein. Bon, ben, vous ne pouvez pas du tout la réaliser. Elle n'a pas de réalisation matérielle, sauf dans des choses encore plus douteuses que dont elle part, c'est-à-dire ce qu'on appelle des modèles non standards, dont la réalité est vraiment douteuse. Donc, vous avez des objets sans réalité, sans substrat réel. Hein. Ça, c'est quand même important de savoir ça. Hein. Donc, le nom, vous avez tout ça n'a pas de format. Hein. Alors maintenant, ce que je propose comme déréalisme, alors ça c'est vraiment de la logique moderne, c'est d'intégrer le format dans l'objet. Au lieu d'être dans un truc occidental, on va être un petit peu dans un modèle un peu oriental, un petit peu animiste si vous voulez. Hein. Vous allez intégrer le format dans l'objet. Hein. Et donc, ce que je vais appeler l'objet de base, contrairement à dire que vous avez un objet, que vous avez le regard sur l'objet, ben vous allez dire que l'objet vient avec son regard. C'est-à-dire que vous avez l'épure, j'appelle ça une épure, vous avez un objet, vous avez déjà vu des épures, hein, sûrement l'école d'art, vous avez forcément vu des épures, et donc c'est des trucs avec, vous avez plusieurs images, donc vous avez l'objet, et vous avez plusieurs manières de l'utiliser. C'est exactement ce qui se passe avec un fichier informatique. Quand vous dites, vous avez un fichier PDF, ça pourrait être un fichier autre chose, mais vous avez dit, vous avez le PDF, c'est le côté vision de l'objet. Vous dites comment le voir. Vous pourriez lui mettre plusieurs, pour que ça soit vraiment une épure, il faudrait lui mettre plusieurs extensions, le choix entre plusieurs extensions, d'accord hein. Alors à ce moment-là, ça vous permet d'expliquer comment on peut avoir une relation au réel
Parce que vous vous donnez l'anse pour attraper l'objet. Autrement, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous pouvez avoir même un contact avec le réel si vous ne vous donnez pas une anse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, fichier plus extension, hein, l'objet, comment l'utiliser, hein. Alors, maintenant, donc la planche Ouija intervient ici parce que quand on regarde la manière extrêmement limitée du 19e siècle de répondre aux questions, la seule réponse du 19e siècle, c'est la réponse oui. La planche Ouija ne répond jamais non, elle ne répond pas à un machin. Elle a une case non qui pourrait être, il pourrait avoir écrit bleu dessus, il pourrait avoir écrit haut ou bas, etc. Simplement, vous mettez le doigt sur le doigt non et elle fait clac. L'esprit frappeur frappe. Donc l'esprit frappeur dit oui quand vous posez la question est-ce que c'est non. Donc elle ne vous posez pas la question non. Vous ne posez pas la question, elle ne répond pas non. Elle vous dit oui à la question non. Vous voyez, elle ne sait répondre que oui, la planche Ouija. C'est pour ça qu'elle s'appelle oui deux fois. Hein, bon. Et donc, en fait, au XIXe siècle, la réponse est trop courte. Elle se réduit au vrai. Alors maintenant, regardez, imaginez que vous êtes en voyage et vous téléphonez à votre secrétariat. Et vous dites, est-ce que j'ai reçu du courrier? Est-ce que vous croyez qu'on va vous répondre oui? Sûrement pas. Si on peut vous répondre non, d'accord, mais on ne pourra jamais vous répondre oui. Mais je suis dans... Passons pas au non, maintenant, passons uniquement... Oh, si on vous répond oui, vous avez reçu une lettre de, ou une lettre postée de, on ne peut pas vous répondre oui tout court. On se foutrait de votre gueule. D'accord, hein? Maintenant, imaginez la réponse non, justement. Hein? Donc, alors, excusez-moi, la réponse, elle contient donc une preuve. La réponse, oui, contient une preuve. Donc, si vous voulez, le 19e siècle est tellement réaliste, tellement objectiviste, qu'il ne veut absolument pas donner la place à la preuve, la place au sujet. Hein. Il y a même une philosophe, pseudo-philosophe américaine d'origine soviétique qui avait créé l'objectivisme. C'est la philosophie des manias d'Internet, etc., bon, de Ronald Reagan, Ayn Rand. Et elle disait d'ailleurs qu'elle admirait les méthodes de la GPU, mais pas ses buts. C'est un résumé assez intéressant, vous voyez, et donc voilà, elle était complètement objectiviste, et donc parler de preuves, parler de Kant, etc., c'était... Vous voyez, donc il y a une preuve. La réponse oui, vous voyez, la planche Ouija, ça ne marche pas. Parce que la réponse oui vient toujours avec une preuve. D'accord? Alors maintenant, la réponse non ne peut pas être suivie de preuve. Il m'est arrivé une fois de dire à ma fille, tu vois pas à qui ressemble cette personne? Alors si cette personne avait ressemblé à je sais pas quoi, je sais pas, à Sarkozy, elle m'aurait dit oui, il ressemble à Sarkozy. Elle m'a dit non, elle ne lui ressemble pas. Bon, vous voyez que c'est pas une réponse. Vous voyez, il n'y a pas de preuve pour non. Il n'y a pas de preuve pour non. Ça, c'est un truc fondamental donc, et en particulier, c'est pour ça que l'intuitionnisme s'est rendu compte que la loi de la double négation était fausse. Parce que double négation, c'est évidemment une négation. C'est la négation d'une négation. Et qu'une négation, ça n'a jamais de preuve. Donc A ne peut pas être égal à non, non, A, puisque A a une preuve. D'accord? Ouais. Et donc, en fait, la négation, c'est le trou noir de l'intuitionnisme, du déréalisme. Et il est vraisemblable qu'avec la notion d'épure, on doit pouvoir, justement, arriver à comprendre ce que c'est qu'une preuve de la négation. Actuellement, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est qu'une preuve. Il faut dire, on peut sortir le catéchisme sur le sujet, mais honnêtement, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut revenir à cette idée de négation comme format. La négation est en format. Et donc, à mon avis, si on revient à l'idée hegelienne que la négation, c'est le format, et donc on trouvera dans la notion d'épure, en faisant intervenir un élément de format, on arrivera à comprendre exactement où se situent les choses. Et voilà, c'est fini. Comme on disait dans les films soviétiques ou tchèques des années 60, Konniatsa.